heures. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis de vous retrouver évidemment avec une émission, attention, vraiment qu'il ne faut pas louper. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et pourquoi ce petit rire lorsque j'ai dit qu'il ne faudra vraiment pas louper? Parce que comme vous êtes, je vais tout dire, vous êtes couché tard, j'ai l'impression que vous allez louper un peu l'émission. Mais bon, c'est pas grave. Pas du tout, vous l'ami Jean-Luc. pourrez l'écouter en podcast, comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs. Et également la regarder sur YouTube. Et vous savez pourquoi je me suis couché tard? Non. Eh ben, je vais tout vous raconter. Vous allez tout savoir de ma vie. Attention, éloignez les enfants des postes de radio. Je reviens de Séville, où j'ai passé une semaine exceptionnelle. C'était la feria. Vous savez qu'on fait la fête à la feria. Et j'ai rencontré des Landais que j'embrasse en direct. Vincent, Patrick et également Frédéric qui m'a envoyé un joli petit message ce matin. Les Landes, ce sont des gens qui savent faire la fête, qui sont élégants avec les femmes. J'ai vécu une semaine merveilleuse. Et il paraît même que Vincent, il a une Xara, il se reconnaîtra. Je savais même pas que ça existait encore cette voiture, voilà. Tu vois. Moi, les Landes, ce que je connais de les Landes, c'est British, les Landes. Voilà. Oh, mon Dieu. Allez, oui, parce qu'il y a une émission de voiture. Oui, je sais bien. Bah tiens, en parlant d'émission de voiture, on va recevoir François Alain dans le courant de l'émission, mais on vous dit pas exactement. tout. Oui, on parlera de vintage mécanique. Ouais, enfin, on dit rien pour l'instant, mais on est bousculé. Et alors, sinon, pour les autres sujets, on va également se balader sur que faire avec toutes les conditions météo qui détruisent beaucoup de voitures en ce moment. Oui, la grêle. La semaine dernière, il y a eu encore des épisodes de grêle. Alors, ce qui est très étonnant avec la grêle, c'est que à 200 mètres près, on peut être touché par la grêle ou pas. Et malheureusement, les voitures qui dorment dehors sont souvent très impactées. Quand vous avez des grêlons qui sont gros comme le poing, vous retrouvez une voiture, on dirait un chewing-gum mâchouillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec son assurance? Quelles sont les assurances qui prennent en compte les dégâts causés par la grêle? On verra ça, évidemment, avec un assureur. Un spécialiste. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de grêle, c'est hier qu'il y a eu encore ou avant-hier un épisode dans les Landes. Oui. Décidément, les Landes, je les aime beaucoup en ce moment. J'aurais préféré qu'ils prennent pas ça. J'embrasse aussi Bertrand et Gabi. Voilà, j'ai fait mon tour d'horizon. On va évidemment vous donner la parole aussi au 0826 300 300 pour vos questions, vos réactions. L'essai de la semaine, c'est Hyundai. C'est un Hyundai, c'est le Tucson qui fête son 20e anniversaire. Et pour le 20e anniversaire, Hyundai a sorti une version spéciale qui s'appelle la version anniversaire. 20e anniversaire, voilà. Ça nous rajeunit. Moi j'aime bien pas, quand c'est facile. Ouais, je me souviens du lancement de la voiture et ça me fait peur. On va parler d'entretien de voiture et particulièrement de voiture électrique. Est-ce que l'entretien de la voiture électrique est moins cher qu'une voiture thermique? Oui, mais ça je vous en dirai pas plus parce qu'on a dit qu'on gardait un suspense terrible avec Jean-Marie Bordery, donc vous le saurez à la fin du sujet. Il faut rester avec nous au moins jusqu'à 10h35. Au moins, parce qu'après on reçoit notre ami François Alain qui a un scoop à nous annoncer à l'antenne. Et puis on va parler du nouveau Pirelli P0 dans notre rendez-vous spécialiste pneus. Exactement, parce qu'il vient de remporter. Alors c'est ce qu'on appelle les pneus UHP. Alors c'est pas du lait, oui, c'est ultra haute performance. Et il vient de remporter un titre décerné par une revue de référence. Donc on verra ça évidemment avec un de nos collègues journalistes, Romain Bailly, qu'on a déjà eu, rédacteur en chef du journal du pneumatique. Et homme extrêmement agréable. En plus. Voilà. Et alors ça, j'adore le titre. Laurence, dans le dossier actualité, c'est le plus grand ride. C'est l'événement caritatif mondial le plus important et le plus spectaculaire du monde de la moto. Il a lieu demain. Donc si vous voulez y aller... Ne me demandez pas de donner le nom. Pas ce matin, c'est compliqué. Allez-y, vous. C'est le Distinguished Gentleman's Ride. Ah, vous le dites bien. Ouais, voilà. Distinguished. Moi et l'accent anglais, ça a toujours été compliqué. Et puis on va aussi avoir une question dans notre rubrique aujourd'hui, entretien et restauration. Alors on a beaucoup, vous allez voir. Les auditeurs cette semaine se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés et surtout ça va intéresser beaucoup de gens parce qu'on va avoir des cas très particuliers. Je vous en dis pas plus. Restez avec nous, tiens. Voilà. Suspense, une émission à suspense. C'est terrible. Et puis évidemment, vous le savez, vous avez à nous donner vos avis aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Puisque c'est un petit peu aussi vous, les troisièmes co-animateurs de l'émission. Je vous attends sur la page Facebook où nous sommes en direct. On va remercier Tristan qui est à l'accueil avec nous et qui est au standard ce matin, et notre ami Anthony, notre jeune réalisateur qui adore se lever qui adore se lever tôt, à 4h du matin. Lui, allez, c'est parti. C'est gentil. On parle auto avec vous et c'est jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Depuis quelques semaines, on a des orages de grêle exceptionnels qui détruisent et qui n'épargnent personne. C'est arrivé dans le Nord, c'est arrivé en Île-de-France, c'est arrivé à Perpignan, c'est arrivé hier ou avant-hier dans les Landes. Quels dégâts pour les voitures, l'ami Jean-Luc? Oui, exactement. Donc on a avec nous pour parler du côté assurance, on a Cédric Ménager, le CEO de Les Furets. Chief Executive Officer. Ah oui, ben voilà, elle y arrive. Hein. Ah oui, ça va, c'est le grand boss, Cédric. c'est le big boss. Bonjour à vous. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Alors bon, vite fait, pour ceux qui ont loupé les déjà 4 années et demie d'existence de... Lefuret.com. Ouais, on parle auto, c'est quoi Les Furets? Les Furets, c'est un comparateur d'assurance en ligne, donc qui vous permet de faire jouer la concurrence entre les assurances pour faire des économies. Bon, d'accord. Bon, on va revenir à notre sujet du jour avec des orages violents et parfois de la grêle. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de dégâts causés par la grêle? On parle évidemment des voitures. Oui, alors la première chose, c'est de vérifier que son assurance couvre bien les dégâts, et on verra justement quelles sont celles qui le font. Et ensuite, de faire la déclaration le plus vite possible, puisqu'on a 5 jours pour faire sa déclaration auprès de son assureur. Ah, c'est tout, c'est-à-dire si je suis pas sur place et que je rentre et que je découvre ma voiture complètement détruite suite à un épisode de grêle, si j'ai passé les 5 jours, si par exemple je suis parti à Séville pendant une semaine et que je rentre et que ma voiture est complètement détruite, et ben je l'ai dans le baba. Et j'y suis allé à cheval à Séville, c'était trop beau. Après, il y a des assureurs compréhensifs qui vont prendre en compte le fait que vous n'étiez pas forcément, si en effet vous étiez parti ou c'est votre voiture qui est dans votre résidence secondaire. Mais la règle de base, normalement, c'est 5 jours, donc en effet, il faut être assez réactif pour faire la déclaration. D'autant, Cédric Ménager, que là, il y a de gros épisodes de grêle qui sont passés pendant les grands week-ends. Donc la réaction de Jean-Luc est très à propos. Tout à fait. Non, il faut être très réactif. Et donc, il faut faire une déclaration en envoyant le maximum d'éléments qui vont pouvoir prouver le dommage, c'est-à-dire évidemment des photos, mais aussi éventuellement des articles de presse régionale qui parlent du sinistre. Et votre assureur peut même être amené à vous demander un certificat de Météo France disant qu'il y a bien eu de la grêle dans votre lieu de résidence. Ouais, alors bon, vu la fiabilité de Météo France parfois, bon... Bon, bref, on va arrêter d'être mauvaise langue. Non, parce que oui, il faut quoi comme type d'assurance? Est-ce que par exemple, tiens, ma voiture est dans ma résidence secondaire, elle est abîmée par la grêle, est-ce que ça peut être... Laquelle? Ouais, alors est-ce que ça peut être la couverture de ma maison, enfin l'assurance de ma maison qui peut prendre en charge les réparations, ou est-ce que c'est mon assurance auto? Alors ça peut être les deux. On va dire que la plupart du temps, c'est plutôt l'assurance auto qui va jouer, mais on va voir en fonction du type de couverture que vous avez, ça peut être pris en compte ou pas. Et l'assurance habitation peut aussi prendre en compte les dommages si vous avez déclaré que votre voiture était garée sur votre résidence. Donc là, ça peut être le cas également. Alors vous nous dites, ouais, ça dépend de l'assurance. Il faut être assuré comment pour être indemnisé en cas de grêle? Alors, il faut pas être assuré au tiers. Donc, si on n'a que l'assurance au tiers qui est responsabilité civile, à ce moment-là, on n'est pas couvert. Donc, ça, c'est vraiment important oui, parce qu'on rappelle, et vous avez raison d'en parler, Cédric Ménager, vous qui êtes le CEO des Furets.com, c'est que l'assurance au tiers n'assure que celui à qui tu peux faire des dégâts, et non pas toi-même. Au tiers, c'est pas qu'on est assuré au tiers de l'assurance, c'est qu'on est assuré pour un tiers. Voilà. Exactement. Pour dommage qu'on cause à un tiers. Ouais. Donc là, on n'est pas couvert. Par contre, donc évidemment, quand on a une assurance tout risque, là, on est couvert, et on est couvert pour les deux types de dommages qu'on peut avoir avec la grêle. C'est le fait que la carrosserie, puis bris de glace aussi, j'imagine. Et les vitres. Voilà, c'est les deux, c'est la carrosserie bosselée et les bris de glace qui sont les deux dommages fréquents sur les automobiles. Il n'y a que la garantie tout risque qui indemnise en cas de... Il y a une formule intermédiaire qu'on appelle l'assurance au tiers plus, où en général vous allez avoir une assurance au tiers auquel vous rajoutez des garanties un petit peu, on va dire majeures, mais qui ne sont pas tout risquées, qui notamment ne vont pas couvrir les dommages corporels. Alors, en général, ça va couvrir le vol, l'incendie et le bris de glace.
Donc là, le bris de glace est couvert. Pour la partie bosselage, il faut regarder si on a une garantie dommage tout accident qui, elle, va être celle qui va couvrir le côté bosselage de la carrosserie. Si le département ou la ville ou l'endroit où est passé cet orage de grêle monumental est reconnu catastrophe naturelle, est-ce que les assurés, même s'ils sont au tiers, c'est pas tellement un plus en fait, parce que si vous avez ça change pas le fait que si vous êtes assuré au tiers, vous ne serez toujours pas indemnisé. Ah ouais. Et par contre, c'est un petit effet presque négatif, c'est que la franchise, donc qui est le montant qu'on va payer au minimum lors d'un sinistre, est de 380 €. Lorsqu'il y a une déclaration de catastrophe naturelle, alors qu'en général, elle est souvent un peu inférieure quand on est couvert. Mais c'est de l'arnaque, c'est là. C'est le paradoxe, quoi. C'est de l'arnaque. On dit, voilà, catastrophe naturelle, et vous êtes moins bien remboursé quand c'est une catastrophe naturelle. Voilà, mais c'est rare, mais c'est un cas où on peut se dire c'est peut-être pas avantageux. Mais bon, voilà. Et par contre, l'avantage de la catastrophe naturelle, c'est que là, vous avez 10 jours pour déclarer le sinistre contre 5 quand vous êtes simplement à travers la couverture de. 10 jours, c'est mieux. Hein. Je voudrais juste faire un appel à nos amis carrossiers qui écoutent l'émission. Si vous voulez nous mettre une réaction sur la page Facebook ou nous appeler au 0826 300 300 et nous dire aussi qu'est-ce qui va se passer parce que parce qu'aujourd'hui il y a du débosselage sans peinture qui permet d'avoir de payer beaucoup moins cher pour la remise en état du véhicule. Et d'ailleurs, est-ce que les experts en cas de grêle se déplacent ou des photos ça suffit aujourd'hui pour faire une expertise à distance ? Alors ça va dépendre des cas. Je pense qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, il n'y a pas de déplacement d'experts. Surtout dans la période récente, il y a eu tellement de cas que les assureurs ont vraiment été submergés par les demandes. Et donc, ils ont mis même des cellules spécifiques en place pour pouvoir répondre à la demande des assurés. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas où il y a des experts qui se déplacent pour ces cas. Il faut savoir que pour les assureurs, la grêle, c'est le pire des événements climatiques. C'est celui qui leur coûte le plus cher, plus que les incendies, plus que les inondations. C'est vraiment ce qu'ils redoutent le plus. Et une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, Stéphane étant historiquement le 3e co-animateur de cette émission, qui nous dit justement quand une alerte est donnée avec une vigilance, si on ne fait pas en sorte de se prémunir, est-ce qu'on est responsable ou pas de ne pas s'être mis à couvert ? Se prémunir, c'est pas facile. Il y a des bâches anti-grêle, mais bon, n'en est pas forcément une. Ou mettre votre voiture au garage, mais si vous n'avez pas de garage. Ouais. Non, mais c'est une vraie question, parce que est-ce que les assureurs pourraient... Non, je pense que ça peut être bien de faire de la prévention et de demander aux assurés d'essayer de prendre des mesures, mais c'est pas une raison pour ne pas être remboursé, en tout cas pas aujourd'hui. Bon, super. Merci beaucoup Cédric Ménager, CEO desfurets.com. Merci à vous d'être avec nous. Allez, dans quelques instants, on va vous retrouver. C'est Tristan qui vous accueille au 0826 300 300. Place à une question. C'est Jean-Marc. Non, c'est une expérience de Jean-Marc et vous allez voir que ça mérite le détour. Restez bien parce que l'histoire qu'il va vous raconter est assez énorme. Au moins. Et puis juste après, ce sera l'essai de la semaine et l'ami Jean-Luc va prendre le volant de Hyundai Tucson hybride qui fête ses 20 ans. Et nous allons parler avant 11h du coût de réparation d'une voiture électrique. Est-ce moins cher à entretenir qu'une voiture thermique ? Donc restez bien avec nous. Mais pour l'heure, on vous donne la parole et restez bien avec nous parce que des histoires extraordinaires, c'est à tout moment sur Sud Radio. On en aura 3 dans l'émission, des histoires extraordinaires. Bonjour Monsieur Bellemare. Bonjour Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Quelle jolie voix. Oui. Vous habitez... moi je suis très sensible aux voix et j'aime beaucoup la vôtre. Vous êtes où vous en ce moment ? Je suis en Normandie. Qu'est-ce qu'on fait en Normandie, jeune homme ? On attend le soleil parce qu'aujourd'hui il n'est pas terrible. Il arrive. La météo nous a dit il arrive le soleil. Ils nous ont pas dit quand. Bon, alors... Vous êtes pas que en Normandie parce que vous avez eu un épisode vous venez de nous le raconter, mais ça s'est passé dans la Drôme. Expliquez-nous. Voilà, je raconte vite fait. Donc dans la Drôme, je suis en déplacement, ma voiture en stationnement, elle est toquée par quelqu'un qui sort d'un stationnement. Alors quelle voiture Parce que tout le monde n'a pas des voitures comme la vôtre. Instamatique. Oui, c'est celle qui, a priori, qui a remplacé le ML chez Mercedes, c'est le GLC. D'accord. Mais elle a une particularité. Un GLC 400e. Voilà, GLC 400e, un moteur à essence hybride. Voilà. Bon, je veux dire, c'est pas trop classique, mais quand même, c'est pas non plus un avion à action, quoi. D'accord. Donc vous êtes stationné tranquillement. Vous allez vivre votre vie. Vous n'êtes pas dans votre voiture. Voilà.
Votre voiture, elle vit sa vie toute seule. Dans la Drôme? Voilà. Voilà, dans la Drôme, dans un petit village, joli, perché et tout. Et puis quand je reviens du repas, je vois que la voiture a été un peu toquée. Il y a le petit clapet qui sert à, vous savez, le petit crochet de remorque devant là qui est ouvert, et puis l'aile est abîmée. Bon, pas trop quand même, hein. Et donc je monte dans la voiture, et puis là elle me dit il y a eu des chocs, mais j'ai fait des photos. La voiture vous dit ça, elle vous parle. Coucou. Et sinon, vous, tout va bien? Coucou Jean-Marc, pendant que tu étais à table et que tu buvais, voilà. J'ai été agressé, mais j'ai fait des photos. Où étais-tu pour me protéger? Elle vous parle, la voiture? Elle écrit sur le tableau de bord, ouais, qu'elle a fait tout ça, et puis elle m'envoie les photos dans le téléphone sans que... Je serais beaucoup plus violente, mais je ne vais pas le dire à l'antenne. Ouais. Ça commence par C aussi, hein, mais... C'est rigolo parce et ça que finit par A aussi. Il se penche sur les dégâts, on le voit, et puis paf, il est pris en photo, mais il ne le sait pas. D'accord. Donc en fait, le gars, il a reculé dans votre voiture, il a défoncé la voiture, il est descendu regarder les dégâts, il s'est dit, bon, allez, vaut mieux que je me tire parce que ça va barder pour moi, et il s'est barré sans laisser ses coordonnées, rien du tout, sauf que entre-temps, la voiture a fait des photos, et donc ce qui nous intéresse dans votre cas, parce que déjà d'expliquer que les voitures modernes aujourd'hui, il y a plein de marques, hein, il y a plein de voitures de plein de marques qui sont capables de faire ça. Sans avoir les caméras qu'on achète. À partir du moment où vous secouez la voiture, du moment qu'il y a des caméras tout le tour, elles vont prendre des photos. Et là, j'imagine, vous êtes allé à la gendarmerie, vous avez déposé plainte. C'est ça qui va nous intéresser. Ouais, exactement. Gendarmerie, alors dans un premier temps, ils ont envoyé des gendarmes avec une convocation, mais le gars n'était pas chez lui. Bon, et puis... alors, Jean-Marc, excusez-moi, vous allez un petit peu loin, un petit peu trop vite. Un peu vite, voilà, vous arrivez avec vos photos... vous arrivez à la gendarmerie pour déposer plainte. Qu'est-ce qui se passe? Le gendarme est vachement sympa, il est étonné, mais quand on parle de délit de fuite à un gendarme et qu'on lui dit mais j'ai des photos de la voiture qui a fait l'accident, ça l'intéresse bougrement. D'accord. Parce qu'il a les éléments, et notamment il y a une photo avec la plaque de la voiture, donc il regarde sur son fichier et il me dit vous avez eu un accident à tel endroit, le gars il habite en face. Bon c'est le gars qui habitait là, il est sorti de chez lui et puis là. Alors ils envoient les gendarmes. Il me dit je vais envoyer des gendarmes de la Drôme pour lui mettre une petite convocation. Enfin pour lui dire monsieur vous avez toqué une voiture, vous n'avez pas réagi. S'il vous plaît faites quelque chose. Et puis il le trouve pas. Donc la gendarmerie en Normandie me dit écoutez on le trouve pas, faut déposer plainte. Alors on dépose plainte. Et la plainte est envoyée à l'assurance. Alors l'assurance normalement elle aurait dû bouger parce qu'elle a le même fichier. Vous savez quand vous avez un numéro de voiture, mais elle n'a pas bougé l'assurance. Elle dit mais il y a plein de gens qui disent que ils ont pris le numéro, tout ça, mais ça marche jamais. Par contre là, quand ils voient la plainte avec les photos, avec la gendarmerie, ils réagissent un peu, ils appellent le gars et le gars il lui dit il y a des photos, il y a les gendarmes, il y a nous, vous devriez quand même reconnaître que vous avez eu un accident. Et le gars il dit oui d'accord, c'est moi. Ok. D'accord. Donc en fait, ça sauve pour l'assurance évidemment les frais, puisque quand vous n'avez pas d'adversaire, c'est comme moi, c'est l'assurance qui paye. Et puis moi, ça me sauve une franchise, j'en avais pour 400 balles quand même. D'accord. Il y avait pour 1500 € de réparation, parce qu'il y a pas mal de contrôleurs là-dedans, et dans une voiture, quand c'est toqué à l'avant comme ça, il y a pas mal de casses. Donc voilà, 1500 € de réparation que l'assurance adverse a pris en charge, puisque là, il avait quand même tapé 2 fois dans la voiture, quoi. Ouais. Alors on va préciser que si vous n'avez pas une voiture un peu luxueuse avec des caméras tout le tour, aujourd'hui on peut acheter des dashcams pour moins de 70 € qu'on installe. Alors qui filment dans les deux axes. Il y a même parfois, elles sont en 2 parties. Ça filme vers l'avant, vous en mettez une autre vers l'arrière, et que en cas de choc, ces caméras se déclenchent et vont filmer ce qui se passe. Donc vous pouvez être protégé également, même si vous avez une petite voiture pas chère. Voilà. Jean-Marc, vous avez même donné la marque, je crois, Jean-Luc. Oui, j'avais donné une marque. J'ai écouté, moi, une émission un petit peu ancienne du mois de février. Oh, c'est pas si longtemps. Vous avez donné la marque à une jeune femme qui vous appelait parce que effectivement elle avait eu le pépin et elle ne savait pas ce qui s'était passé. Et on a une réaction de Stéphane toujours qui nous dit est-ce que c'est légal de tout ça? Écoutez, si les gendarmes le font, c'est que c'est légal. Alors vous avez en cas de choc, en cas d'accident, que la caméra filme, c'est légal. Si vous filmez, vous allez voir. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a 3 belles histoires. On a une autre histoire un petit peu plus loin où la voiture filme aussi ce qui se passe, mais cette fois à l'intérieur de la concession.
Ah, on est sur un lieu privé. Exactement. Et surtout, les gens qui sont filmés ne sont pas prévenus qu'ils sont filmés. Et là, normalement, il y a souci. C'est illégal. Voilà. Mais on ne dévoile pas tout. Oui, voilà, il y a un suspense. C'est terrible dans cette émission. Bon, en tout cas, donc en fait, la morale de l'histoire, Jean-Marc, c'est que votre plainte n'aurait pas été reçue si vous n'aviez pas eu les photos. C'est ça. En gros, il vous aurait dit oui, mais attendez, des gens qui se plaignent qu'on abîme leur voiture, il y en a plein. Votre assureur ne vous aurait pas remboursé non plus. Donc ça va vraiment dans le sens de aujourd'hui, il faut prendre un maximum de précautions. Il faut installer des systèmes qui permettent de filmer ce qui se passe autour de votre véhicule. Sur la page Facebook, vous m'avez vu rigoler parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui regardent l'émission aussi sur Facebook en direct. Parce que la radio, maintenant, c'est aussi de la vidéo. Il y a Desmos Foufou qui fait moi perso, je fais dormir madame dans la voiture. Comme ça, il y a un témoin. C'est pas gentil pour madame Desmos Foufou, là. C'est vous qui allez dormir dans la voiture. Et l'hiver. Bon, en tout cas, merci parce que Jean-Marc, vous avez vraiment apporté. Et puis ça va peut-être décider certaines personnes à s'équiper de dashcam ou à ceux qui ont des caméras sur leur voiture. Je vous dis, il y en a plein. Toutes les nouvelles voitures, il y a aujourd'hui des caméras. On peut faire. D'ailleurs, vous le verrez, sur la vidéo complète là du Tucson 20e anniversaire, il y a des caméras qui font tout le tour de la voiture. Jean-Marc, bisous à la Normandie. Vous êtes où en Normandie? Près de Bayeux. Ah, Bayeux, j'adore. Écoutez, voilà, bisous à tous les Bayeux et une petite pensée à ma Sylvie qui habitait à Bayeux. On vous embrasse fort. Merci. Et puis, merci pour la belle histoire et on vous souhaite un très bon week-end. Et à bientôt. Merci Jean-Marc. Au revoir. Allez, à suivre, vous l'avez entendu, on va passer à l'essai de Hyundai Tucson hybride. Et juste après, la voiture électrique est-elle moins chère à entretenir qu'une voiture thermique? Et là aussi, on attend vos témoignages au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Vous savez que vous allez retrouver l'intégralité de la vidéo de l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio et en extrait sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, on en a parlé depuis le début de l'émission. On prend le volant d'une Hyundai. Oui, c'était il y a 20 ans, en 2004, on était à peine nés, on était tout jeunes. Hyundai présentait la première génération du Tucson et pour fêter l'événement, le constructeur coréen propose aujourd'hui une édition limitée de ce SUV Star, basé sur la version hybride et qui s'appelle 20e anniversaire. Voilà, ce Tucson profite évidemment du restylage récent et il est richement équipé. On identifie cette série spéciale au premier coup d'œil si elle est dotée de la peinture. Alors attention, Pine Green Mate, qui est en fait la seule option disponible à 400 €. Et puis, grâce aux jantes aussi de 19 pouces qui sont satin dark grey, qui sont également spécifiques à ce modèle. Pour le reste, cette édition spéciale reprend les évolutions du restylage de l'année passée, avec entre autres une nouvelle calandre, de nouveaux boucliers. Mais malgré ces évolutions, la longueur de la voiture ne change pas, toujours 4,50 m, c'est dans la moyenne du segment de ces SUV du segment C. Les qualités du Tucson sont conservées avec pour commencer un grand coffre d'une contenance de 616 litres et puis une bonne modularité des sièges arrière. Ils sont rabattables en 3 parties. Une des raisons du succès de la voiture, c'est son sens de l'accueil. Il est encore accentué sur cette version par la sellerie qui est cuir et alcantara, et quand je dis cuir, c'est du vrai cuir de Meumeux, et puis par un toit panoramique vitré. Tout ça, c'est livré en série. En plus, ces sièges sont très confortables et disposent à l'avant, vous allez le voir, d'un réglage électrique, du chauffage, de la ventilation, bref, l'équipement est super complet. Si la présentation extérieure n'a pas beaucoup évolué, en revanche, le design intérieur, lui, est totalement nouveau. La planche de bord adopte ainsi le même dessin que celui des modèles électriques du groupe, avec une grande dalle qui regroupe plusieurs écrans numériques. Alors face au conducteur, on a des compteurs, vous allez me dire jusque-là c'est normal, qui changent de couleur quand on passe en mode sport. Notons que d'habitude il y a toujours 5-6 modes de conduite. En fait là il n'y en a que 2. Vous avez éco ou sport et je trouve que c'est largement suffisant. On a un grand écran tactile central qui gagne en fluidité et surtout en facilité d'utilisation avec des menus qui sont plus intuitifs. Et puis au chapitre bonne nouvelle, le retour des touches physiques pour la climatisation et puis des raccourcis stratégiques. Ça se trouve juste en dessous l'écran central. Sous le capot, c'est assez rare pour le souligner, la puissance globale baisse. Et oui madame, le moteur 4 cylindres essence 1,6 litre turbo passe en effet de 180 à 160 chevaux, mais avec un rendement supérieur. Et puis le moteur électrique gagne un peu de chevaux, il grimpe à 64 chevaux.
Au total, on dispose de 215 chevaux avec la promesse d'une consommation en baisse et d'un agrément supérieur. Ce qui, effectivement, est le cas. De fait, les démarrages en mode 100% électrique sont vifs grâce aux 264 Nm de couple du moteur électrique synchrone à aimant permanent. On peut même rouler quelques kilomètres sans démarrer le moteur à essence grâce à la capacité, alors je dis généreuse, mais c'est avec des guillemets, de la batterie lithium-ion à 1,49 kWh. À rythme normal, la mise en route du moteur thermique est presque imperceptible. Et puis la douceur de la boîte automatique est remarquable. C'est vrai que les boîtes automatiques sur les hybrides en général, c'est soit ça fait du raffut, soit ça réagit pas tout de suite. Là, franchement, c'est le juste milieu. Et puis si on écrase l'accélérateur, on dispose cette fois de 367 Nm de couple cumulé, de quoi offrir d'excellentes accélérations à 0 à 100 8 secondes 2, et malgré le poids important de la voiture puisqu'on est à 1650 kg. Deux bémols toutefois, le son du 4 cylindres est trop présent à pleine charge, et sur le mouillé, la cavalerie arrive à mettre à mal la motricité de ce SUV qui est une traction et pas 4 roues motrices. Le compromis confort tenue de route, on l'a vu tout à l'heure pour ceux qui ont la vidéo en passant sur un dos d'âne, sur un ralentisseur, est très bon. Voilà. La suspension a d'ailleurs été retravaillée au moment du restylage. Et puis on apprécie également les palettes de part et d'autre du volant qui permettent, alors en mode éco, de régler la récupération d'énergie et en mode sport de passer les rapports. C'est même le système le plus souple et le plus pertinent du marché à mon sens. Sur l'autoroute, à 130 km/h, le Tucson se montre également confortable et surtout silencieux et frugal. J'ai fait une moyenne de 7,5 litres au 100 km, c'est bien. La sobriété est d'ailleurs un de ses atouts. À l'issue de l'essai, j'ai consommé 6,1 litres au 100 km sur un parcours varié, sans chercher à chasser le gaspille. Je vous rappelle, la voiture fait 1650 kg et 215 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bref, ce best-seller de Hyundai a les chances de rester un best-seller car les qualités sont en hausse depuis le restylage. Et puis concernant cette version 20e anniversaire, si elle peut paraître chère a priori, le ticket d'entrée c'est 49 250 €. Au final, c'est plutôt une bonne affaire. Pourquoi ? Parce que c'est du all inclusive. Voilà, il n'y a rien à rajouter à part la peinture à 400 € si vous la voulez, mais il faut aimer les peintures mates. Moi j'aime bien. Autrement, il y a absolument tout est compris dedans. Oui, donc c'est plutôt une bonne affaire. All inclusive. Les Hyundai, ils sont rarement déceptifs. Ils font quand même des belles choses. En termes d'équipement, ils ont choisi d'équiper beaucoup les voitures et en fait, c'est ce qui se vend. C'est marrant, les modèles de base se vendent pas bien. Bon, la semaine prochaine, vous allez être ravis parce qu'on essaiera la 4L électrique. Voilà. Vous m'avez emmené avec vous ? Non, c'était au Portugal, vous étiez en Espagne. Oui, j'étais à Séville. Oh là là, j'avais dit que j'en parlerais pas trop de Séville. Je ne fais que ça. Réaction, puisqu'il nous reste une petite minute sur notre sujet. Stéphane, excusez-moi, je ne vais pas dire exactement le mot que vous avez employé, mais waouh, quel et la peinture est magnifique. On a très bon choix. Est-ce qu'on a vu que vous écoutiez Pink Floyd ? Il y a Anthony qui me l'a dit, moi aussi, et ça réagit aussi en disant. Donc, en plus de ça, vous avez aussi, au-delà d'avoir du bon goût, de choisir votre co-animatrice de bons goûts musicaux, ça c'est cool. Oui, mais je vous ai pas parlé de la chaîne IFI dans la voiture qui est de bonne qualité aussi. C'est pour ça, voilà. Vous voyez, comme quoi. Non, mais vous irez regarder la vidéo complète sur YouTube où là, vous aurez en plus du Pink Floyd. Ouais, en plus, trop bien. J'en profite, on a eu quelques réactions. Alors, on va pas pouvoir répondre aujourd'hui, mais on va quand même en parler rapidement et puis on va sans doute faire un sujet prochainement. Vous parliez des caméras, là, sur ce qu'on a fait. Êtes-vous au courant, c'est Aouche qui nous dit ça, de l'obligation que sera faite aux constructeurs sur l'installation de caméras dans les véhicules en 2026, filmant le conducteur pour raison de sécurité routière et ceci au niveau européen. Déjà, aujourd'hui, vous êtes déjà filmé, quoi qu'il arrive. Toutes les nouvelles voitures qui sont ce qu'on appelle GSR2. Alors, vous n'êtes pas filmé vraiment, mais il y a des capteurs pour vérifier que vous êtes attentif à ce qui se passe sur la route. Ah oui, mais ça, on peut. Ah ouais. Ah oui, j'ai essayé une voiture comme ça où toutes les 3 secondes, elle dit regardez la route, regardez la route. C'est exactement ça. Alors on peut déconnecter. Ouais, d'accord. Vous savez combien ça coûte, toutes ces plaisanteries là ? Ça coûte 2000 balles par voiture pour un truc qu'on déconnecte dès qu'on monte dedans, sinon on devient hystérique.
Vous savez que notre monde marche sur la tête, Ouais, et ben elle roule aussi sur le toit. Dans un monde de dingue. Dans un monde de... Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a d'autres questions sur Facebook qui arrivent et puis j'essaierai de les poser avant la fin de l'émission. Sinon, ne vous inquiétez pas, on traitera les sujets que vous nous avez proposés. À suivre, une voiture électrique est-elle moins chère à entretenir qu'une voiture thermique? Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio et comme on y est bien, on y reste. Et surtout, je voudrais aussi vous préciser de bien rester en notre compagnie parce que nous allons recevoir François Alain dans quelques minutes maintenant qui a un scoop énorme à nous annoncer et vous pourrez nous appeler. On le sait depuis hier. Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, Jean-Luc. Non, mais oui, t'as raison. Le mot scoop était mal choisi. En tout cas, une annonce telle qui va vous faire réagir. Et je vous invite à réagir aussi tout de suite dès que vous allez l'entendre au 0826 300 300. Je voudrais qu'on fasse péter le standard par rapport à ce que vous allez apprendre. Pour l'heure. Et pour le moment, nous allons retrouver Manuel Caillot, qui est journaliste à caradisiaque.com. Bonjour Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, alors avec une question que tout le monde se pose depuis longtemps. Oh bah oui. Est-ce qu'une voiture électrique est moins chère à entretenir qu'une voiture thermique? On va tout de suite. Alors on sait qu'une voiture électrique, ça reste encore plus cher à l'achat qu'une voiture thermique équivalente. On sait qu'une voiture électrique, ça coûte moins cher au kilomètre parcouru. Bon, quelle que soit d'ailleurs la méthode de charge, que vous chargiez sur l'autoroute ou que vous chargiez à domicile ou sur une borne publique, c'est Manuel, c'est entre 2,5 et 3 fois et demi moins cher, c'est ça, c'est ce que vous notez à peu près. C'est ça. Ouais. Quand on charge à la maison en heure creuse, qu'on a un contrat à tempo par exemple, c'est vraiment jusqu'à 3 fois et demi moins cher. C'est vrai que bon, c'est juste les trajets sur autoroute, là, quand on charge sur les bornes rapides. Oui, mais c'est pas tous les jours. Et puis c'est pareil avec une thermique. C'est pareil avec une thermique, on paye beaucoup plus cher. Le prix de l'essence est plus élevé, on est d'accord. Exactement. Bon, la vraie question là, c'est en entretien, combien ça coûte? On va laisser de côté ce que vous avez laissé. Alors j'invite les auditeurs que ça intéresse à aller voir déjà le papier complet que vous avez fait sur caradisiaque.com. On laisse de côté le fait de remplacer ou pas la batterie, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand vous remplacez la batterie, ça coûte beaucoup plus cher. Alors bon, déjà une batterie c'est 15 ans parce que, en moyenne. Si on reprend le début de l'histoire, on nous a toujours vendu l'entretien de la voiture électrique normalement qui doit nous coûter moins cher parce qu'il y a moins de pièces à changer. Oui, et à user. On va rentrer dans le détail. Exactement. Alors on laisse de côté le remplacement de la batterie, on est d'accord, on est d'accord parce que en fait c'est comme c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que bon, déjà les batteries sont garanties de façon très longue, en général c'est 8 ans ou 160 000 km. Donc déjà pour arriver hors garantie, il faut avoir conservé sa voiture. Et après, c'est comme pour on remplace pas son moteur de voiture thermique tous les 4 matins. Ah, si on a un PureTech, ça peut être possible. Alors, hors PureTech, on va pas rentrer dans le scandale, on n'est pas là pour ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Non, c'est devenu le running gag de l'émission. Oui, de l'émission, c'est pour ça. Non, mais vous avez des garagistes, tiens, exemple de quelqu'un qui va se reconnaître, qui nous écoute, un concessionnaire Citroën, qui dit non, le PureTech, il tombe pas autant aussi en panne que ça, c'est pas vrai. Alors, revenons à nos moutons. Revenons à l'entretien. Ouais, alors l'entretien, alors là, il faut prendre marque par marque, parce que c'est pas si simple que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences entre les marques et entre les modèles, mais si on devait faire une moyenne de ce qu'on économise sur l'entretien d'une voiture électrique par rapport à une thermique équivalente, évidemment, c'est entre 25 et 30%. Voilà, et c'est vrai qu'il y a certains modèles après où on peut aller jusqu'à 50% d'économie selon les marques. C'est vrai que chez Tesla, par exemple, les coûts d'entretien sont très très réduits parce que tout simplement, il n'y a pas de préconisation en matière de révision. On y va un peu quand on veut. Il y a juste des fluides à changer régulièrement. Ouais, il y a le liquide de frein, il y a des choses comme ça. Un liquide de frein ou un filtre à pollen, mais c'est une fois tous les 3 ans, une fois tous les 4 ans, et en moyenne, on a des témoignages, que ce soit des propriétaires ou des taxis qui roulent beaucoup maintenant avec cette voiture, avec des modèles X ou des modèles Y, qui me disent, moi j'y vais tous les 3-4 ans, tous les 60 000 km, et je paye entre 300 et 450 €. Donc on a compris qu'en faisant la division, ce que ça nous coûte par an, c'est pas grand-chose. Enfin, ce que ça leur coûte, je suis pas propriétaire. On va faire une petite parenthèse, Manuel, parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on vient de dire. Tesla, il n'y a pas de préconisation d'entretien. En clair, vous y allez quand vous voulez, donc vous ne perdrez jamais le bénéfice de la garantie. Alors que chez Peugeot, par exemple, si vous loupez un entretien alors qu'il n'y a rien à faire, et ben vous perdez la garantie sur la batterie. On a dit tout à l'heure 8 ans, mais s'il y a un entretien qui manque, c'est mort.
Effectivement, après ça c'est pareil sur le thermique, mais faut y être particulièrement attentif sur l'électrique, effectivement. Donc oui, et alors puis, c'est moins cher parce que on l'a dit, il y a pas de vidange à faire, puis il y a tous les organes périphériques, il y a beaucoup moins de pièces sur une voiture électrique que sur une voiture thermique. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai fait dans mon papier, j'ai fait un peu la différence entre l'entretien courant, c'est-à-dire ce qu'on connaît chez les voitures thermiques, c'est la vidange, le remplacement des filtres, filtre à huile, filtre à air et tout ça. Bon bah ça, c'est sûr que sur une électrique, on n'a pas à le faire. Et on économise bien sûr du temps de main d'œuvre parce que il n'y a pas ces pièces à remplacer, il y a juste des vérifications à faire si vous voulez, puis brancher la valise aussi pour vérifier que tout va bien sur le système électrique. D'accord. Donc là on économise à ce niveau-là. Ouais. Donc on a vu que c'est entre 25 et 35% d'économie en entretien, mais il y a une marque qui fait une exception. Et ça va faire plaisir à un autre de mes potes parce qu'il vient d'en acheter une la semaine dernière, donc il va sauter au plafond. Oui, il y a une marque. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais alors chez BMW, pour pas les citer, on en a cité d'autres, on va en citer d'autres. Mais alors moi je m'étais basé, si vous voulez, pour élaborer un petit peu mon enquête, sur les tarifs des contrats d'entretien des voitures, parce que c'est vrai que s'il y a une économie à faire entre le thermique et l'électrique, ça va se voir dans le tarif des contrats d'entretien. Logique. Et chez BMW, il n'y a pas tellement de différence entre le thermique et l'électrique. Alors que par exemple, je m'étais penché chez Peugeot sur un 3008, d'un côté un hybride rechargeable, de l'autre côté un électrique. On était quand même à 28% d'économie. On passe de 48,50 € par mois à 35 € par mois pour le contrat d'entretien. D'accord. Alors que chez BMW, c'est le modèle électrique qui est un peu plus cher en entretien par mois. C'est extrêmement bizarre. Oui, c'est particulier. Alors il y a peut-être une explication, une technologie qui est quand même effectivement plus poussée chez BMW et en général chez les marques premium. Et ça permet. Voilà, c'était une petite exception notable. J'ai a priori pas fait d'erreur en allant voir les tarifs, puisque j'ai pas reçu de coup de fil de BM. Donc tout va bien. Donc ce que vous notez en conclusion, c'est que sur 10 ans, on peut économiser entre 1500 et 2500 € en entretien avec un véhicule électrique. C'est pas négligeable. D'autant qu'on économise aussi. Et en plus, on parle là que de l'entretien courant. Et effectivement, on disait il y a aussi ces fameuses pièces qui ont carrément disparu des voitures électriques et qui ne seront jamais à remplacer. Ce qu'on appelle les pièces d'usure, c'est le démarreur, l'alternateur, l'échappement, les systèmes de dépollution, la courroie de distribution. Tout ça, ce sont des frais qui sont purement et simplement escamotés. En tout cas, on vous invite à aller voir l'étude complète sur Caradisiac que vous faites régulièrement, tous les ans, c'est ça. Caradisiac.com, Manuel. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous. Régulièrement. Et puis vous savez que le micro est ouvert à Caradisiac sur On Parle Auto sur Sud Radio. On vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Sud Radio, On Parle Auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, On Parle Auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et je vous avais prévenu, restez avec nous, réagissez sur la page Facebook de Sud Radio de ce qui va se passer sur l'antenne, ou vous pouvez même appeler Tristan et réagir au 0826 300 300. Salut l'ami François Alain. Bonjour monsieur François Alain. Comment allez-vous, chers amis de Sud Radio? Eh ben écoutez, nous on va bien, mais on est triste ce matin parce que très triste. D'habitude quand on vous reçoit, François, on est super content. Et là on veut pas vous. Non. Et là la nouvelle est tombée hier. On va laisser François nous en parler. Allez François. Est tombée hier et on aimerait savoir le pourquoi. Annoncer François ce qui se passe parce qu'il y a plein d'auditeurs qui n'ont pas suivi l'actualité. Et là attention, le téléphone va exploser. D'accord. Non, écoutez, voilà, moi j'arrive à 10 ans de Vintage Mécanique. C'est une émission que j'adore, évidemment, puisque je l'ai portée pendant 10 ans avec mon équipe. Enfin, presque 10 ans. Je dois être à quasiment 140 épisodes. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir partir au bon moment. Il faut savoir tourner une page pour en ouvrir une autre. Et en l'occurrence, ça fait longtemps que j'ai deux projets dans la tête. Pour des émissions de télé qui sont toujours dans la veine évidemment de la voiture passion, de la voiture collection. Et voilà, donc je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Et je pense que 10 ans c'est quasiment un bon chiffre. Moi j'ai commencé en 2015 et mise à l'antenne en 2016. On est en 2025. J'ai fait pratiquement tous les modèles que je pensais indispensables pour l'émission avec mes petits camarades.
Et donc maintenant, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je veux pas squatter et être enfermé là-dedans toute ma vie, parce que c'est un très bon souvenir. J'espère que ça restera un très bon souvenir, en tout cas pour la partie qui me concerne. Et donc voilà. Ensuite, François. Voilà. Ouais, il faut le dire aussi. Oui. Bon, il y a une réorganisation et puis éditoriale. on parle vrai sur Sud Radio. Une réorganisation éditoriale de l'émission qui va peut-être pas dans le sens de ce que vous aimez, et qui va pas dans le sens de ce que j'aime non plus. C'est-à-dire que là, on laisse tomber tout ce qui était un petit peu exotique, les tracteurs, les motos, les engins militaires, et Vintage Mécanique se consacrera presque exclusivement aux Youngtimer. Donc c'est aussi peut-être. Alors ça va plaire à Cédric, notre auditeur, mais on va pas se mentir. Ensuite, bon, bien sûr, il y a la chaîne est le client, donc le client est roi. La chaîne a décidé, mais je le respecte complètement, la chaîne a décidé de je dirais pour après les 10 ans pour les 10 ans de l'émission, de prendre un tournant qui effectivement n'est pas celui qui moi me correspond, parce que tout le monde sait que moi les Youngtimers j'aime beaucoup, j'en ai fait. Oui, mais moi aussi j'aime bien, mais pas que ça, quoi. Bien sûr, mais voilà, je pense que moi j'ai avec mon équipe, on en a dosé. Je pense, pendant ces 9 premières saisons, un équilibre avec les voitures en axe principal, et aussi, et je pense que ça a eu beaucoup de succès, des tracteurs, des engins militaires, des bateaux, des avions, des motos, des autocars, enfin bon, des choses assez originales et décalées, des tracteurs et tout ça. Et voilà, ensuite maintenant la chaîne souhaite, mais je respecte complètement leur choix, se recentrer plus sur l'automobile uniquement, et plutôt sur des voitures récentes. François. Donc c'est vrai que voilà, moi François, ça m'intéresse moins, on va pas mentir. Oui, non mais d'accord, mais on va aussi être très honnête, on vit quand même aussi dans un univers qui est pas toujours très tendre avec ses animateurs. Vous avez été remercié. Voilà, alors on peut dire gentiment les choses, et je suis d'accord avec vous. Moi j'ai été remercié d'M6 Boutique il y a 2 ans d'une façon extrêmement indélicate. Voilà, et il y a aussi l'âge qui joue, et on va mettre un jeune Youngtimer, on va mettre un jeune influenceur, un youtubeur à votre place. Et je suis moins tranché que vous, parce qu'il y a des animateurs sur la chaîne qui sont plus vieux que moi. Je vais pas donner les noms. Non, mais bon. Donc non, je pense que c'est pas qu'une question d'âge. Mais je trouve ça dommage de se priver de vous, parce que vous étiez vraiment l'image de Vintage Mécanique. D'ailleurs, François, moi je peux le dire, mais vous pouvez pas le dire. Les réactions sur les réseaux sociaux sont terribles. Et là, c'est pareil. Les critiques, c'est complètement dingue. Je m'attendais pas à ça. Mais si, vous êtes aimé, vous faites bien votre job, mais vous je pense que RMC Découverte fait une grosse erreur. Moi aussi, parce que c'est dur d'arriver à fédérer les gens, à capitaliser le capital sympathie. Il est très dur à construire, vous l'aviez. Et maintenant, il va falloir qu'ils repartent de zéro avec quelqu'un qui est habitué à faire un métier différent de celui que vous faites. Parce que je suis désolé, les vidéos sur les réseaux sociaux et la télévision, c'est 2 métiers complètement différents. D'ailleurs, on a vu qu'ils se sont plantés royalement sur Top Gear avec des gens. Et ils recommencent d'ailleurs, la nouvelle équipe, pareil, ils sont issus et les critiques vont dans le même sens. C'est 2 métiers différents. On fait pas la même chose. Excusez-nous de parler à votre place, François. Et je suis désolé. C'est pas parce qu'on a des centaines de milliers de followers, qui d'ailleurs parfois sont bidons, parce qu'il est facile d'acheter des followers, que on va arriver à avoir de l'audience en télévision. C'est pas comme ça que ça marche. Et ne vous trompez pas, on n'a rien contre celui qui va vous remplacer, mais on ne comprend pas, nous, sur Sud Radio et dans On Parle Auto, le choix de RMC. Alors, il y a plein de choses qu'on comprend pas. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook, là où ça nous brise le cœur, nous dit-on. Enfin, il y a plein de gens qui réagissent. Non, il y a 2 choses, en fait. C'est fou. Nous, on est très tristes, vraiment. Moi, j'ai rencontré celui qui va me remplacer, à qui j'ai fait une passation, un passage de clé, qui est plutôt un gars très sympa. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Sauf qu'effectivement, il a un profil qui est un profil de youtubeur. C'est un youtubeur. Bon, voilà. Moi, maintenant, ceci dit, je suis pas. Je dirais que quand il y a eu ce changement de ligne éditoriale avec beaucoup de choses qui ont changé, moi, il savait très bien que par définition, ça ne me collerait pas et que donc je ne pourrais pas continuer dans ces conditions-là. Moi, avec les gens des RMC, j'ai d'excellents rapports et on a notamment un des 2 projets. Enfin, même on a un projet et demi, on va l'appeler comme ça. On a un projet et demi potentiel ensemble. Et évidemment, moi, je serais très heureux de continuer avec eux parce que c'est ma famille, parce que ça fait 10 ans que je travaille pour eux, que je m'y sens bien, que c'est voilà. Donc je serais très content que le projet se fasse avec eux, le premier projet en tout cas, peut-être même le deuxième, et puis on verra bien. De toute manière, le deuxième, ce sera un duo, et le premier c'est un solo, mais ça c'est des détails techniques. Mais voilà, ensuite c'est des choses que j'aimerais mener à bien. François. J'ai pas de regret parce que
c'est vrai que pour Vintage, ça a été une super. Non, mais on est d'accord, mais nous, on a des regrets. Et bon, on sait que nous, on va vous voir, l'ami Jean-Luc et moi-même, vous allez venir. On restera attentif à ce qui va se passer sur cette émission. Et malheureusement, j'ai peur que. Ah bah là, les réactions, tu vois, depuis 6 mois, c'est en chute libre sur RMC, mais pas votre émission. Il y a Desmo qui dit je vais entamer une grève du roulage. Sans François Alain, ça sera plus la même chose. Moi, je regardais pour François, nous dit Raphaël. Ils vont perdre de l'audience, nous dit Nathalie. Enfin, ça réagit de fou. Moi, j'avoue que là, je suis au stade. François, il faut qu'on y aille là. Faut qu'on y aille. Il y a la pub et l'actu qui arrive. D'accord. En tout cas, moi, j'ai eu depuis hier, j'ai eu 400 000 vues sur ma page. C'est quand même rare. Et là, elles sont pas achetées celles-là. Et je suis bluffé parce que j'ai des preuves d'amour. Mais en même temps, j'étais au bord des larmes hier soir. Mais ouais, venez, on va vous faire un câlin, François. Bon, de toute façon, François, vous savez combien on vous aime d'amitié et on n'est pas les seuls. Donc, on vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Oui, ça, on se retrouve bientôt. Et à la télé. On y va, mon François. Et bon week-end à Beaune où il y a un grand rendez-vous aussi autour de l'auto. Allez, avec 2 minutes de retard, ce sera la pub et l'actu. Allez, bon. Et nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez tout juste à l'écoute de Sud Radio. On parle auto jusqu'à midi avec un programme qui va être encore méga intéressant. Enfin, vous allez me dire, l'ami Jean-Luc, un petit peu comme tous les samedis, quoi. Un programme qui va être chargé un peu comme votre langue ce matin. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces rumeurs que vous faites courir? Les excès d'alcool. Alors, on va parler du Pirelli P0, sacré meilleur pneu haute performance. Voilà, ça c'est pour commencer. Après, on aura Franck, avec qui on va réaborder le sujet des dashcams. Et comme il y a plein de questions, de réactions on a beaucoup de réactions, donc on va pouvoir en reparler dans un instant. Dans notre rubrique entretien et restauration, on aura Chris avec nous et le fameux Dédé qu'on a d'habitude. Dédé, c'est pas. On vous dit pas. Non, on dit pas parce que. Bon, bref, il y aura. Il y a du suspense. Une grosse bande de bavards avec nous. Et puis, pour finir, on ira au Distinguished Gentleman's Ride qui aura lieu demain. Enfin, on va parler de ça. C'est un événement caritatif. Alors d'habitude, les événements caritatifs, c'est rarement au bénéfice des hommes, et là c'est exclusivement au bénéfice des hommes, puisque vous ne risquez pas de souffrir du cancer de la prostate normalement, Laurence. Non, comme vous pouvez pas souffrir du cancer. Ah si, les hommes font aussi le cancer du sein. Mais pas de l'utérus. Vous ne faites pas du cancer ni de l'utérus ni du vagin. Donc c'est un événement international. Il y a des rides, c'est comme ça qu'on dit, non, mais c'est bien, en good French, qui sont organisés un peu partout dans le monde. Il y en aura à Paris demain, donc si vous voulez aller voir passer des belles motos, parce que c'est... on en parle tout à l'heure. Ouais, ça m'arrive deux choses. C'est des belles machines classiques et des gens habillés de façon élégante. On adore. Exactement ce que j'ai vécu à Séville, où toutes les Sévillanes sont habillées en flamenca pendant la feria. Les hommes sont tous habillés en costume, y compris dès le plus jeune âge pour les filles et les garçons. C'est d'une élégance. Remettons l'élégance au goût du jour. C'est très agréable. Bon, tiens, est-ce que d'ailleurs le nouveau Pirelli P0 est élégant? On en parle tout de suite. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Voilà, et vous inquiétez pas, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont réagi sur la dashcam, Jean-Luc vous l'a dit, dont l'histoire de l'illégalité des dashcams. On en reparle tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bonjour Romain Bailly, bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, j'espère que vous allez bien. Ah bah merveilleux, je sais pas si ça s'entend, mais on est plutôt pas mal là en ce moment. Rédacteur en chef du journal du pneumatique. Bon, on va parler du P0, qui est tout nouveau d'ailleurs. Ceci n'est pas avant. Hein. Qui vient d'être sacré meilleur pneu haute performance par une plateforme qui s'appelle Tire Reviews. Aujourd'hui, on est très in English. Tire, c'est pneu, ça veut dire. Oui, c'est ça. Tiens, pour commencer, Romain, c'est quoi un pneu UHP ? C'est une question intéressante, Jean-Luc. C'est vrai que ça parle peut-être pas à vos auditeurs. Donc c'est bien de rappeler un pneu UHP. Donc c'est un pneu ultra haute performance. Et dans le monde de la gomme, c'est le haut du panier. C'est ce qui est le plus abouti d'un point de vue technologique. C'est le type de pneu qui équipe souvent des modèles très haut de gamme, des modèles de prestige, des supercars. Et si on met ce genre de pneus sur ces véhicules, c'est parce qu'ils répondent à l'exigence que demandent ces véhicules très poussés, que ce soit d'ailleurs sur la route comme sur un circuit. Oui. Il y a peu de temps, on a fêté, alors je sais plus, c'est les 40 ans du Pirelli P0, qui était un des premiers pneus UHP sur le marché. C'est quoi la place de Pirelli d'ailleurs sur ce marché ?
C'est intéressant parce que dans la nomenclature officielle du pneumatique, généralement on dit qu'il y a 5 groupes premium. Il y a Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear et Pirelli. Et parmi ces 5-là, Pirelli a une stratégie et même une philosophie qui est assez différente des autres. C'est une stratégie qui est très assumée depuis de nombreuses années. Le groupe entend s'adresser tout particulièrement à ce qui se fait de mieux sur le marché automobile mondial. Et aujourd'hui, Pirelli revendique le leadership sur le segment des constructeurs premium comme BM, comme Jaguar, comme Mercedes, ou encore sur des constructeurs de prestige comme Aston Martin, Lamborghini, McLaren ou Rolls-Royce. Voilà un peu le positionnement et la place de Pirelli. Bon, alors on va parler donc de ce nouveau P0. On aurait pu, il y a des gens qui peuvent se dire ah ouais, ils font de la pub pour Pirelli. Alors je vais vous livrer une expérience personnelle que j'ai vécue il y a 1 mois et demi. On est allé essayer dans le sud de la France le nouveau BMW X3. On a eu la chance de pouvoir rouler sur les pistes d'essai de BMW qui sont à Miramas. C'est des pistes très exigeantes avec la version la plus puissante du X3 avec un gros 6 cylindres. Enfin bon bref, pas une voiture de course, mais on n'en est pas loin, et c'est quand même un format SUV. Et on avait les véhicules qui étaient à notre disposition. On a changé, c'était les mêmes motorisations, c'était les mêmes voitures, mais montées avec des pneus différents. Et j'ai commencé par rouler avec les nouveaux P0 installés sur une voiture. Alors, c'était pas un test de pneus, hein, mais c'est juste qu'ils avaient différentes montes pneumatiques sur la voiture. J'ai tourné comme un champion de Formule 1, vous imaginez bien. Voilà. Jean-Luc Moreau, avec son casque. Les félicitations du pilote instructeur qui était avec moi. Après, on a changé de voiture et je suis monté dans une voiture qui était équipée avec des Goodyear Eagle F1. Et là où j'étais très bon les tours d'avant, je vais pas dire j'étais à la ramasse, mais le pneu était vraiment moins bien en freinage, moins bien en latéral. Il était moins bien partout. Ce qui m'a permis, quand je suis descendu, j'avais une vision du P0 qui était, bon oui c'est un bon pneu, mais en fait là vraiment en passant d'une voiture à l'autre, la même voiture avec des pneus différents, franchement c'était vraiment très bien. Et c'est ce que démontre aussi Tire Reviews dans les tests qu'ils ont fait, parce que les marques concurrentes, c'était pas, on l'a dit, on les a citées tout à l'heure, c'était des marques premium, Romain. Oui, absolument. Il y avait toutes les marques premium, et de mémoire, il y avait aussi quelques marques de second rang. Sony, ouais. Enfin voilà, c'était un panel assez important quand même de pneumatiques et de marques. D'accord. Et il remporte. Alors le Pirelli, il est toujours très bien placé. Il est meilleur, par exemple, sur le mouillé. J'ai les chiffres là. Il est bien meilleur sur le mouillé. Sur sol mouillé, en freinage, par exemple, j'ai sorti les chiffres. On est à 22,48 m en freinage. Le pneu le plus mauvais est à 31,42 m. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous avez un autobus qui peut être casé entre les deux. Donc, il est bien sur le sec. Il est bien sur le mouillé. Il est pas mal en confort. Donc, au final, finalement, il remporte ce prix avec pas mal d'avance, hein, c'est ça qu'il faut noter. Oui, absolument, avec pas mal d'avance. C'est vrai que sur tous les items étudiés, il est soit premier, soit deuxième, soit troisième, dans le pire des cas, ce qui est quand même déjà très bien. Et l'étude de Tire Review est intéressante parce qu'ils ont vraiment poussé le test, le comparo très loin. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que le P0 se distingue. Comme vous le disiez, l'enjeu, c'est pas de faire de la pub, hein, mais c'est intéressant parce que le P0 a avec lui une vraie histoire. En fait, cette année, les 40 ans de cette gamme, de ce nom. Et pour le coup, c'est une gamme qui a été travaillée dans le temps, développée. On en est à la 5e génération aujourd'hui. Et puis c'est une gamme aussi qui est entre guillemets pas élitiste, c'est-à-dire que il y a tout, il y a de l'été, de l'hiver, de toute saison, mais il y a aussi des déclinaisons pour SUV sportifs, pour modèles électrifiés, pour voitures de course, bien sûr. Donc en fait, c'est une gamme qui est très importante pour Pirelli, c'est le porte-étendard de la marque. C'est très symbolique du coup de voir que ce pneumatique se distingue par rapport dans le cadre de ce test et soit le meilleur de sa catégorie. Et donc voilà. Et en termes de prix, Romain, on a une idée un peu du budget de ce pneu ?
C'est une très bonne question. Ça m'arrive. Alors évidemment, c'est pas le mieux placé, puisqu'il y a des pneus. On a parlé la marque Sony, qui est un pneu exotique, on dira ça pour pas dire d'où il vient, qui est le moins cher, mais qui est nettement moins bon partout. Mais le Pirelli est pas trop mal placé non plus en termes de rapport prix-prestation. On va le vendre comme ça. Finalement, c'est un prix qui est pas anodin. On est d'accord, Romain? Pour conclure. Ouais, c'est pas anodin et c'est ce que je disais, c'est très symbolique parce que c'est pas un pneu qui sort comme ça du chapeau de Pirelli. Ça fait 40 ans qu'il est travaillé et il porte avec lui aussi cette historique. Et pour conclure, du coup, je pense que c'est un peu un must-have aujourd'hui, si vous me permettez cette expression. Ça allie performance et sécurité. Et l'idée c'est pas de dire qu'il y a que ça sur le marché, mais c'est l'un des meilleurs sur le marché aujourd'hui de sa catégorie. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose que nous, toi, tu es un spécialiste, Jean-Luc, Romain aussi. Les motards sont des spécialistes de la qualité de leurs pneus parce qu'ils sont quand même beaucoup plus attentifs et sensibles à ce qui se passe avec les pneus. Beaucoup d'automobilistes ne font pas attention à la sensibilité de leurs pneus. Ils font pas attention à la marque des pneus qu'on leur met. Et puis même à la conduite, ton pneu, ça va, tu roules un petit peu. On n'a pas beaucoup n'ont pas cette. Un véhicule peut être totalement différent avec deux types de pneus. Et donc, différents. ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas, si vous pouvez, comme tu l'as fait toi, essayer des pneus différents pour vous rendre compte l'importance, parce que c'est vraiment l'organe de sécurité premier de la voiture qui nous maintient sur la route et qui est vraiment. Et moi, j'ai eu la chance de faire des essais derrière un motard réputé que l'on connaît bien tous les deux. Sur une moto, déjà, j'ai vu la différence. Je peux dire que ma voiture, maintenant, je fais hyper attention, je suis plus sensible. Et voilà, je voulais juste partager cette petite expérience. On vous embrasse, Romain. Bonne émission. Merci, Romain. Très bien, la mission est bonne, je suis assez d'accord avec vous. Il fait un déménagement, Romain. Alors bon déménagement. Allez, bon déménagement. Allez, on continue de parler auto. On parle auto avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On aura dans quelques instants des questions, des interventions, des témoignages assez incroyables. C'est pas intéressant du tout. Oui, mais on va vous en dire plus juste après la pub. Et pour vous qui êtes avec nous depuis le début de cette émission, nous vous avions prévenu. C'est une émission où les témoignages du jour sont assez dingues. Donc restez en notre compagnie pour raconter et écouter surtout ces grandes histoires. On va tout de suite accueillir Franck au 0826 300 300. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Franck. Je pense que ça va bien. Oui, ça va très bien, je vous écoute depuis des années. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme il nous écoute régulièrement, il va très bien. D'ailleurs, on va être remboursé par la Sécu bientôt. Il suit les conseils de l'ami Jean-Luc Moreau. Et Franck a écouté notre émission il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus quand on a parlé de ce sujet-là, où on parlait de l'entretien aussi des véhicules électriques et du fait que les gens n'allaient pas en concession pour faire leur entretien. Parce qu'en fait, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire sur un véhicule électrique et que donc ils appellent les révisions. On va vous rappeler quand même que vous perdez le bénéfice de la garantie si vous appelez la révision. Alors vous, il vous est arrivé quelque chose, vous allez nous raconter, vous allez voir que derrière on a plein de choses à vous dire. Allez-y. On vous écoute, Franck. Ok, j'en parle. Donc effectivement, moi j'ai 2 voitures électriques. J'ai d'abord une Zoé depuis 13 ans, peut-être la première Zoé 1. Et donc au début, donc forcément, elle est garantie, donc on va chez le garagiste, on n'est pas en concession, bon. Et puis on paye 150 € pour savoir ce qu'ils font, on sait pas trop. Voilà. Et donc à force, moi j'ai rajouté une dashcam dans ma voiture. C'est une caméra qui filme en continu les déplacements de la route. Bon, maintenant il y a des voitures qui l'ont en option ou pas. Et donc j'ai déposé un jour ma voiture au garage comme c'était prévu, et puis je reprends ma voiture, je paye, et le soir je dis tiens, regardez quand même ce qu'ils ont fait. Et donc attention, c'est vrai que c'est bizarre, mais j'avais vraiment gardé la vidéo, je sais pas si je l'ai encore gardée. Et donc on voit rien, on voit pas les gens, mais on entend quand même. Donc ma voiture arrive. On voit pas les gens, c'est important ce que vous venez de dire. Oui, on voit pas les gens, on voit juste une personne qui passe devant. Voilà, moi je ne sais plus qui c'est parce que ça fait quand même 13-14 ans que je l'ai, donc ça c'est arrivé il y a 6-7 ans. Et donc, il y a le chef d'atelier qui dépose ma voiture à la zone de réparation. Il y a un technicien qui arrive, puis il fait alors qu'est-ce qu'on fait sur la voiture? On change de filtre d'habitacle. Alors le monsieur fait non, le client l'a déjà fait. D'accord, alors on fait quoi alors? Écoute, tu la montes sur le pont, tu regardes s'il n'y a pas des fils qui sont arrachés, puis tu factures.
Suite à ça, je lui dis bon, allez, ça sert à rien, non, terminé. Hein, je suis jamais retourné chez Renault et j'ai jamais eu aucun problème. Et donc, j'ai peut-être de la chance. Hein. D'accord. Et sur votre deuxième véhicule électrique, vous avez fait à peu près la même chose. Et ben voilà. Et ben sur ma deuxième voiture, qui est donc une Opel, Igni Corsa. Alors, c'est un peu pareil. La différence, c'est qu'ils me l'ont lavé en plus. Voilà. Ah, quand même. Alors, pour le prix. Ouais. Deux choses. Première chose, c'est vrai que Franck, on va répéter. Alors, contrairement à ce qu'un auditeur nous a envoyé là, il n'est pas illégal d'avoir une dashcam dans sa voiture. Je vais le redire. Il y a plein de véhicules qui sont équipés en série de caméras qui filment tout autour de la voiture. Il n'y a rien d'illégal, mais vous n'avez pas le droit de filmer les gens à leur insu. Et en l'occurrence, bon là, vous dites, on les voit pas. Donc à partir du moment où on les voit pas, il y a pas de souci. Non, mais ce que nous disait, pour être très honnête avec notre auditeur, qui a réagi, l'ami Jean-Luc, et ça va servir à tout le monde, il disait, attention, on ne peut pas se servir de ce qu'ils appellent attendez, je vais essayer de retrouver exactement le terme. Les particuliers sont soumis à la RGPD, on ne peut pas se servir de la DCP, ces données personnelles. C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'interdiction d'avoir des dashcams, mais on n'a pas le droit normalement de s'en servir si on voit les visages. L'exemple, c'est notre auditeur tout à l'heure qui se fait abîmer sa voiture, il va à la police, il y a la plaque d'immatriculation, donc il y a une donnée personnelle qui a été filmé, qui a été photographié, la police s'en sert pour la plainte. En aucun cas, on ne peut être inquiété parce que vous allez avoir un accident, parce que quelqu'un va vous agresser en filmant cette personne-là. Oui, mais c'est Callisto qui réagit. On en avait parlé avec Rémi Jossaume qui nous a dit que c'était totalement recevable les données dashcam, et vous avez même sur les données dashcam l'enregistrement de l'heure, du lieu, etc., qui permet d'attester que ça s'est bien passé à cet endroit-là. Donc, vous avez le droit d'utiliser une dashcam, c'est pas du tout interdit. Vous n'avez pas le droit de filmer les gens à leur insu comme vous l'avez fait dans le garage, mais on les voit pas. Bon, quelque part, ce que ça dit, ça. J'ai fait voir votre mail. Oui. Parce que j'étais cette semaine aux essais de la Renault 4, qui sera l'essai de la semaine prochaine, et j'étais au dîner et dans l'avion à côté du patron de Renault France, Guillaume Sicard, et je lui ai fait voir ça. Je lui ai dit, écoutez, regarde, lisez-le. Il a lu le mail, il me dit bon, s'il les a filmés, il n'a pas le droit. Vous nous avez dit, on les voit pas, donc ça règle le problème le problème de ce côté-là. Oui, parce que parce que de toute façon la caméra elle est devant et donc ils ouvrent quand même le capot pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Donc à partir du moment où le capot est ouvert, on voit plus personne. Alors ce que lui m'a dit, je lui dis moi je m'en servirai pas pour faire autre chose. C'est juste moi c'était juste pour dire que de toute façon moi mes voitures électriques je les emmène plus au garage et ça sert à rien. Et vous devriez, enfin en tout cas pour celles dont la batterie est encore garantie, vous devriez. Alors ce que lui me dit, il me dit oui effectivement. Présenté comme ça, on peut se dire qu'il y a de l'abus. Il me dit, en même temps, vous allez, ça va monopoliser une personne pendant un temps donné. Ça a un coût pour le concessionnaire. Il va brancher dans tous les cas un outil de diagnostic sur la voiture, éventuellement faire une mise à jour sans vous prévenir. Normalement, ils ne devraient pas faire ça, mais c'est presque systématique. Ça se fait même aujourd'hui sans que vous ayez besoin de passer chez le concessionnaire. Les mises à jour sont faites via Internet dans votre voiture. Donc ils vont faire une mise à jour, ils vont faire une vérification visuelle de certains organes. Et il me dit tout ça, on est obligé de le facturer. Alors c'est vrai que le client, finalement, quand il récupère sa voiture et qu'il a le sentiment qu'on n'a rien fait dessus, il dit c'est de l'abus. Mais en même temps, je comprends aussi, moi, la position du constructeur qui dit, bon, on a une obligation de sécurité quand même sur les véhicules, il peut y avoir des mises à jour à faire. Donc il est normal de passer pour une vérification qui peut paraître inutile, mais qui n'est jamais inutile dans les faits. Donc, ce que je conseille à tous ceux qui ont des véhicules électriques, parce que en occasion, vendre un véhicule électrique avec les entretiens qui n'ont pas été faits en temps et en heure, c'est un véhicule qui est non garanti. Donc, même si vous avez si vous avez une garantie de batterie de 10 ans et qu'au bout de 3 ans, vous êtes dit, bon, je vais plus faire les révisions, je suis désolé, votre garantie s'arrête à ce moment-là. Ça veut dire que votre voiture va perdre 20% de sa valeur en occasion. Je sais, mais moi, mes voitures électriques, je les garde de 10-12 ans. Donc, oui, vous les usez, enfin, peut-être même pas encore jusqu'au bout. La Zoé a jamais eu de soucis ?
Jamais, rien. Ouais, bon, bah, super. Elle a 175 000 km. Bon, ce qu'il faut en retenir, il faut faire ses révisions. Les 160 € qu'on vous demande, ils sont justifiés, même si ça paraît bizarre. Et puis, attention au dashcam quand vous filmez, en dehors d'un parcours routier. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord parce que ça réagit encore sur la page Facebook et vous savez qu'on parle vrai et que nous, on n'a pas peur qu'on soit pas d'accord avec ce qui se dit sur cette antenne. Mais notre ami qui nous dit, Callisto, que non, c'est pas vrai, enfin qu'on n'a pas le droit, etc., et que ça constitue un délit parce que les fameuses DCP, on n'a pas le droit de s'en servir. Non. Je vous dis la fin parce que Callisto m'a envoyé un article. Donc je vais vous donner la fin, Callisto, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous dites la même chose, mais pas sur les mêmes moments. Enfin, pas sur le même principe. Dans le cas d'une dashcam, le seul et unique fait de capter une DCP, donc c'est quelque chose de personnel, constitue bien un traitement avec ou sans stockage, avec ou sans usage ultérieur. Le stockage éventuel, si on en a besoin pour la justice, pour la police, va juste constituer un nouveau traitement et pour anonymiser la chose, sauf en vue d'une publication sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça qui est important. Ah oui, vous pouvez pas diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, à l'usage de justice ou à titre de preuve dans un contentieux en assurance, ils ont le droit de s'en servir avec un nouveau traitement, quand même pour protéger. Bien sûr. Voilà. Mais donc, en fait, c'est pas que c'est illégal, c'est que ça doit être traité d'une façon extrêmement précise. J'espère que j'ai remis tout le monde un peu d'accord parce que vous dites pas la même chose, mais je voudrais pas qu'il y ait de mauvaise compréhension de ce que l'on dit sur cette antenne ou que l'on nous dise qu'on n'est pas des bons journalistes, etc., etc. Bon, en tout cas, merci Franck beaucoup pour votre témoignage. Et il se trouvait que j'étais avec le patron de Renault. Il m'a donné une explication qui est assez claire. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, si vous passez chez le concessionnaire avec votre voiture électrique, vous avez le sentiment qu'ils n'ont rien fait, mais c'est pas vrai. Voilà. Ils ont fait quand même quelque chose. On vous embrasse. Je vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Allez, on va continuer évidemment notre rendez-vous. Et puis on va parler d'entretien dans quelques instants. Et Dédé va revenir à l'antenne. Aussi de nos voitures. Bref, on va accueillir Chris au 0826 300 300 qui a évidemment à nous parler de quelque chose en particulier. Et pour amener de l'eau à son moulin, c'est David de Regnecourt, le DG de Sfertech également, qui est avec nous. On va commencer par dire bonjour à David. Salut David. Bonjour David. Salut. Plus communément, on appelle Dédé. Dédé sur l'antenne. J'ai connu mais il est rentré. Ouais. C'est vrai, Dédé le cochon, mais bon, là on a dit on s'attaque pas à la vie privée. J'ai connu des entrées avec le générique de Rocky ou alors la Dolce Vita, mais là... Non, mais on essaie de se réinventer. En fait, on vous a teasé en début d'émission en disant attention, suspense, le fameux Dédé sera avec nous. Et du coup, on l'a gardé. Et ça va intéresser tout le monde puisqu'on va parler des vignettes critères et on va vous démontrer par A plus B que les vignettes critères, c'est bidon. Ouais. Alors, on va accueillir Chris. Bonjour Chris. Oui, bonjour. Je suis vraiment content de passer à la radio. Là, je rentre du chemin de Compostelle. J'ai fini 1500 km depuis Lyon en 3 ans. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. D'ailleurs, je salue Sylvie et Guy, des Québécois que j'ai rencontrés cette année en Espagne, qui arrivent aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle sous le soleil. C'est génial. Et sachez qu'à chaque fois que j'ai marché sur le chemin, parfois c'est long, jamais une fois j'ai raté votre émission. Je l'ai toujours écouté en podcast parce que ça m'a tenu compagnie. Alors merci. Écoutez, alors moi je comprends d'autant plus puisque je l'ai fait aussi. J'ai fait une étape et que je devais en faire une autre cette année, mais je me suis fait une petite tendinopathie du talon d'Achille. Donc voilà, on repose. Oui. Alors, écoutez-nous. Parlons. J'appelle pas pour ça. J'appelle pas pour ça. Alors vous avez, Chris, vous avez une Renault Laguna diesel de 2007. Racontez-nous. On va dire, oulala, une vilaine voiture qui pollue. Peut-être pas, justement. Alors, racontez. Eh oui. Alors, je roule, moi, en électrique depuis 2013. J'ai eu 3 Zoé. J'ai maintenant la nouvelle R5. Et avant, je roulais au GPL parce que dans l'ancienne radio, Jean-Luc en faisait la promotion. Parce que c'est vrai que le GPL, ça polluait peu. Donc, j'ai toujours été sensible à peu de pollution. Mais il faut remarquer, il faut quand même reconnaître que les petites voitures électriques, pour faire des grandes distances, notamment pour rejoindre le chemin de Compostelle qui est de plus en plus long, c'est quand même compliqué. Et du coup, on m'a donné une Laguna diesel et j'aime bien faire de la mécanique, donc je l'ai remis entièrement en état à 350 000 km et elle marche super bien. Par contre, quand je regardais dans le rétro, je surveille pour regarder s'il y avait de la fumée. Donc effectivement, elle fumait, on le voit bien, notamment quand on est la nuit et que les autres éclairent avec les feux, on voit un panache de fumée. Et moi, je supporte pas ça. Et en écoutant l'émission, souvent le société Sfertech qui passe, je me dis tiens, je vais essayer de mettre les produits
Donc j'ai mis un nettoyant de circuit d'huile et j'ai mis un énorme bidon de nettoyant injecteur et le directeur Svertec expliquera à quoi ça sert. Et il faut remarquer que je voyais plus de fumée à l'échappement et même j'avais baissé ma consommation. Donc là maintenant je suis à 5 litres 6, ce qui est vraiment bien. Et là j'ai passé le contrôle technique il y a un mois et le contrôleur technique me dit mais c'est surprenant, c'est assez rare de voir un véhicule qui n'a pas de filtre à particules et qui a un taux de rejet. Alors je vous le redis, un 0,35 m-1, vous expliquerai ce que ça veut dire. Et il m'a dit c'est même en dessous de certains véhicules qui ont des filtres à particules. Et il m'a dit mais comment vous avez fait? J'ai expliqué, etc. Et là, je me suis dit, mais finalement, au lieu de pénaliser les gens avec des critères qui sont basés sur des dates de fabrication, qui parfois éliminent des véhicules hybrides, comme le dit Jean-Luc, qui polluent peu, pourquoi on n'aurait pas un certificat peut-être fait par les contrôles techniques qui mesurerait avec un banc l'état du véhicule plutôt que de pénaliser des gens avec des critères alors qu'ils font les entretiens comme il faut avec de l'éco-maintenance. Alors Chris, oui, alors je vois parce que mentalement je vois le sourire déjà de David de Regnault-Court et le mien aussi qui se dit formidable. Ouais, ben voilà. David, comment on peut expliquer qu'un vieux diesel avec 350 000 km émette moins de particules qu'un diesel moderne? Pas de particules, de fumée. Ah, de fumée, ouais. Alors de fumée, oui, de fumée. C'est vrai, on mesure les fumées. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on mesure au contrôle technique, David? Voilà. Alors en fait, pour les auditeurs, donc il y a deux machines au contrôle technique. Côté moteur essence, ce sont des analyseurs de gaz, 4 gaz. Et elles sont sous-utilisées puisqu'on ne regarde qu'un seul gaz, malgré qu'elles en mesurent 4. On mesure le CO. Ça, c'est pour l'essence. D'accord. Je fais une parenthèse. Monoxyde de carbone. Svertec a développé une méthode d'analyse de gaz dont on a déjà parlé, qui s'appelle EasyDiag, qui est, elle, basée sur un analyseur 5 gaz. Donc on rajoute un gaz, les NOx, et on fait un diagnostic avec ce type de machine. Deuxième outil, pour les diesels, on appelle ça un opacimètre. Donc ça ressemble à l'analyseur de gaz, on met aussi la sonde dans l'échappement, sauf qu'un opacimètre, c'est un appareil qui contient, on va faire très simple, une espèce de boîte, une boîte noire on va dire. Dedans, il y a une ampoule avec un nombre de lumière, un nombre de lux. On sait que quand elle s'allume, il fait jour, un peu comme chez les visiteurs, jour, nuit. Et elle est nulle la blague, mais bon. Et alors, les fumées passent au travers de cette boîte et on va mesurer l'obscurcissement de cette lumière. Et voilà. En fonction de l'obscurcissement, on va dire, en M-1, il y a plus ou moins de la fumée. J'ajoute qu'on avait parlé aussi avec Laurence quand on avait parlé d'équipe auto par rapport à l'invention EasyDiag. Et le podcast. On est intervenu nous en 2019 pour la loi du contrôle technique. Et en fait, les opacimètres en France mesuraient, pour faire très simple, de 0 à 10, mais ils n'affichaient que de 5 à 10. Et les filtres à particules qui étaient fissurés, abîmés, voire retirés, c'est toutes des voitures qui se mesurent entre 0 et 5. Alors en l'occurrence, je vais donner les vrais chiffres. 1 c'est 10, 0,5 c'est 5. Donc on ne mesurait pas de 0 à 0,5, on n'affichait pas. Donc combien a la voiture de Chris 0,35. 0,35. Bon, 0,35, c'est mieux ou pareil qu'un filtre à particules. Puisqu'en fait un filtre à particules, c'est 0,5, 0,4, 0,3. Et ça devrait être 0 au final, non? C'est compliqué, 0. Ce sera 0 quand on comptera les particules. Quand on aura des compteurs de particules, on verra qu'on est... Mais quand on mesure l'obscurcissement, on tombe rarement en dessous de 0,03, mais là, avec un filtre à particules. Vous sans filtre à particules. David et Chris, ce qui est important, Jean-Luc, c'est ce que tu disais quand on a préparé l'émission, c'est que tu as des voitures qui sont la 2007 diesel, critère 3, franchement... Qui finalement vont être interdites de circulation à certains endroits, alors qu'elles sont plus vertueuses que des modèles plus récents qui sont pas bien entretenus. Donc on est d'accord que aujourd'hui, alors David, je sais que vous travaillez aussi avec d'autres pays étrangers où le contrôle technique est un petit peu plus poussé qu'en France. En France, on n'est pas suffisamment exigeant en matière de pollution sur le contrôle technique. Et il nous reste 30 secondes, David, attention. Ça, on va déborder un peu. On a déjà débordé. On détecte le cancer en France avec un thermomètre. C'est-à-dire que en Belgique, par exemple, mais ça viendra en France peut-être dans 2 ans, on comptera les particules aussi. Et là, vraiment, on mesurera le fin du fin. Mais déjà, la norme d'opacité, en soi, elle a été sévérisée. Et là, si des gens comme Chris doivent absolument, on fait l'effort de faire une éco-maintenance et devrait pouvoir entrer avec un passeport énergétique valable un an. On peut pas bloquer les gens, les usagers,
comme ça, sur la base de l'âge. Je veux dire, il y a des voitures qui rentrent qui sont dans des états catastrophiques parce qu'elles sont plus jeunes, et la sienne, elle est super entretenue, elle devrait rentrer. Donc on devrait faire un passeport sur mesure, par voiture. Sans parler de toutes les sociétés, parce qu'on s'est rendu compte, j'avais hésité à acheter une voiture éthanol, mais Jean-Luc a dit non, mais les reprogrammations, on évite, il faut monter des boîtiers, mais ça coûte quand même assez cher. Mais il y a plein de sociétés qui proposent d'augmenter des puissances, d'augmenter les couples, d'enlever des filtres à particules, des catalyseurs. Et là, les constructeurs, eux, ils sont obligés de serrer la vis pour les polluants. Et puis derrière, des sociétés qui fleurissent partout en France et qui vont finalement casser ce que les constructeurs ont fait. Et l'État ne fait rien pour stopper ça. On ne mesure pas. Acceptable. Après, il y a quelque chose qui semble, il y a quelque chose qui semble, qui est d'ailleurs demandé là, parce qu'il y a tout un truc sur les ZFE, d'ailleurs, des grandes manifestations partout en France, des motards en colère, des gueux, etc. On demande de arrêter les critères et simplement arrêter les ZFE et un contrôle technique par voiture qui va contrôle technique tout un peu simplement plus fiable. Un peu plus fiable. Et puis équiper les garages de systèmes de mesure, c'est ce que dit David depuis longtemps. Mais à partir du moment où on peut diagnostiquer le mal, on peut le réparer. Et là, pour l'instant, les voitures passent au garage, elles ressortent comme elles sont rentrées. Si ça se trouve, elles ont les bronches encombrées. Par contre, l'idée de faire passer les voitures qui ont 10 ans tous les ans au contrôle technique, c'est pas fait, hein, c'est de la rumeur. Non, pour c'est l'instant. C'est pas fait. Je pense que ça passera pas. À mon avis, par contre, on est déjà dans une surréglementation. Mais par contre, tous les ans, vous êtes luxembourgeois, David, entre guillemets. C'est tous les ans au Luxembourg, hein. Ouais. Mais pour toutes les voitures. En fait, l'avantage, c'est que comme les gens font tous les travaux régulièrement, il n'y a jamais de mauvaises occasions. Elles sont toujours nickel, et il n'y a jamais de gros travaux puisque c'est fait petit à petit. Et donc, le parc est très sain. Oui. Mais après, on n'est pas obligé en France de passer tous les ans. On peut faire un contrôle pollution tous les ans. Mais c'est ça. Le contrôle technique, juste un contrôle. Voilà. Ouais. Enfin, déjà que le contrôle technique tous les 2 ans, c'est bien, mais qu'il soit fait correctement. Hein. Moi, je vois tout un tas de voitures qui circulent. C'est le cousin qui a fait le contrôle technique. Hein. Elles n'ont rien à faire sur la route. Non, puis il y a plein de Mais c'est la solution. Enlevez-nous les ZFE, ces vignettes critères ridicules. Et la solution, c'est une vignette comme quoi notre voiture peut rouler parce qu'elle pollue pas. Basta. Après les contrôles techniques. Merci à tous les deux. On va pousser dans ce sens-là, puis je pense qu'on vous réinvitera, hein, ça c'est sûr. Dédé et Chris. On peut passer une petite dédicace à un collègue de travail qui se marie aujourd'hui, Damien, il est top, alors je souhaite le meilleur. Damien, on vous embrasse et on vous souhaite plein de choses avec madame, une vie d'amour et de bonheur. On vous embrasse tous les deux, et puis dans quelques instants, on va parler du Distinguished Gentleman's Rider. J'ai essayé, hein, mais je savais que j'allais me planter, et c'est dans quelques instants, puisque c'est maintenant. Tiens. Et nous allons nous préoccuper de la santé, non pas mentale des hommes, même si c'est aussi important de s'en préoccuper. Aussi, quand même, hein. Mais on va parler du Distinguished Gentleman Ride. Pas mal là, non? Oui, bien. On a Eric Pecoraro avec nous, qui est directeur marketing de Triomphe. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Eric. On va vous le laisser le dire vous, parce que vous devez avoir un goût d'accent. Non, c'était très bien dit. Voilà. Merci Eric. Et alors Triomphe, j'adore moi perso. Événement caritatif mondial, le plus important d'ailleurs dans le monde de la moto. Ça a lieu demain. Tout à fait, demain dans le monde entier. C'est un événement mondial dont Triomphe est partenaire depuis plus de 12 ans et qui nous sert à récolter des dons pour lutter contre le cancer de la prostate et des maladies mentales. Et le but du jeu, c'est comme le titre l'indique, un Distinguished Gentleman Ride. Donc je l'ai dit, j'essaie de bien le dire aussi. Être distingué, c'est un peu casser les codes et rouler un petit peu différemment pour avoir une identité forte sur un événement reconnaissable et récolter un maximum de dons. Oui, donc c'est pas les blousons noirs à moto qui font du bruit, c'est au contraire des gentleman drivers sur des motos habillés de façon élégante, avec des machines tout aussi élégantes, on l'espère. On aime bien aussi les blousons noirs, mais c'est pas le but du jeu d'aujourd'hui. Non, c'est exactement ça, effectivement. La communauté motarde est très large, mais là, évidemment, on essaie de faire un vrai événement différent. Le but du jeu, évidemment, c'est le partage, l'élégance, l'engagement de la communauté, de l'authenticité. Et surtout, rouler ensemble pour une belle cause. Et le but du jeu, réellement, c'est récolter un maximum de dons. En France, cette année, on est déjà en train de battre notre record de dons pour l'association Movember, avec plus de 70 000 € de récoltés. Donc, tous ceux qui souhaitent s'inscrire, c'est pas trop tard. Il y a 60 villes participantes en France sur lesquelles il y a des rides. À 60 villes, on peut retrouver ça sur le site Triomphe, par exemple?
Le site Triumph, il y a un lien, mais c'est surtout sur le site Gentleman's Ride. D'accord. Sur la barre de recherche Google ou autre, vous tapez DGR, vous allez le trouver tout de suite. Et il suffit de regarder en France, par exemple, toutes les villes, vous avez les 60, il y a même plus que ça, il y a 64 villes pour l'instant, sur lesquelles il y a un départ de ride, il faut juste s'inscrire. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, et évidemment que vous faites un don, vous avez le parcours de votre ride. Et le but du jeu, c'est encore une fois de rouler ensemble. Et pour justement accentuer ce fait d'élégance, on a mis un petit concours d'élégance en place pour Triomphe. On va, j'espère, avoir de belles images de participants. D'accord, il y a quoi à gagner? Parce qu'un concours, en général, il y a des choses à gagner. On va faire gagner des vêtements Triomphe. Ah bon, d'accord, très bien. Moi, je trouve ça bien. C'est pas la première année dont on en parle. Oui. Non, ce que je trouve bien, au-delà de cette organisation, c'est qu'on parle enfin de ce qui vous touche, messieurs, et c'est plus tabou. Et c'est pas toucher votre virilité que de parler de vos problèmes de prostate, de santé mentale, de bien-être, etc. Non, mais je trouve ça vachement bien, vraiment. Est-ce que les deux vont de pair? Alors, de pair de quoi? Les santé mentale. Non, mais je vois arriver Jean-Luc où il va arriver. Non. Mais je n'irai pas. Je n'irai pas. Je ne dirai pas. Mais vraiment bravo, Eric Pecoraro, vous qui êtes directeur marketing de Triomphe, parce que c'est pas du marketing, quoi. Là, on est dans l'humain, on est dans le partage, et vraiment, voilà, c'est bien. Pour revenir à des choses plus terre à terre, oui, mais il y a une balade parisienne. Elle démarre d'où? Alors, elle démarre du parc de Saint-Cloud. Encore une fois, je vous dis, le but du jeu, c'est pas de dévoiler le parcours. Oui, évidemment, je vais pas vous demander où il passe. Voilà, non, mais on l'a qu'on s'inscrit sur le site. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez sur la lutte contre le cancer, on est tous quelque part dans nos familles parfois touchés par ça. Moi, j'ai un cas personnel là-dessus. Jean-Luc, l'année dernière, on s'est appelé, on avait tous les deux des cas un petit peu particuliers dans nos vies perso. Et moi, mon papa était justement en train de se faire opérer de ça. Donc évidemment, c'est une cause qui nous touche. Ouais. Y a des célébrités qui seront présentes sur ces rides? Alors, des célébrités, oui, toi déjà. Joli, bien vu, Eric. Ah ouais, Jean-Luc, tu as l'affaire? Non, je pense que je vais pas y aller parce que moi, je vais pas vous raconter ma vie, mais en début de semaine, j'ai eu un événement un petit peu douloureux, donc je crois que je vais faire dodo dimanche matin. Non, mais évidemment, oui, il y a quelques personnalités qui partent du ride parisien. Et qui roulent vraiment avec nous, mais pour réellement être ensemble et encore une fois participer justement à cette belle cause. Donc ouais, très bien. J'ai pas envie de donner de nom, mais c'est vraiment être ensemble. Ouais. Eric, comment sont collectés les fonds? Alors, faut s'inscrire, faire un don et ensuite on a le parcours. C'est comme ça que ça fonctionne, ou on peut faire juste un don sans avoir envie d'aller faire le ride? Oui, bien sûr, on peut faire un don sans avoir envie de faire le ride. Le but du jeu, encore une fois, c'est le ride est là pour animer la récolte de dons et animer justement l'événement. Mais évidemment, on peut tous faire un don en allant sur le site Gentleman's Ride. Donc les fonds sont donnés à l'association Movember. Vous savez, Movember, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui est très visuelle, avec une petite tête, avec des petites moustaches. Et justement, dans les hôpitaux, on le retrouve assez facilement, puisqu'il y a des diagnostics gratuits qui sont faits au mois de novembre, grâce aux dons qui sont faits justement par vous tous. Et ça permet justement plus on diagnostique précocement un cancer, plus on a de chances de le traiter. On a des chances, voilà, exactement. Et ça, c'est quel que soit notre sexe. Merci beaucoup, super. Eric. Merci, Eric. Bonne balade demain, alors. Avec le beau temps. Merci à vous tous. Ouais, justement, oui, on est gâtés cette année partout en France, il va faire beau, donc. Profitez-en. Directeur marketing de Triomphe qui organise entre autres le Distinguished Gentleman's Ride. Allez, yes, virgule, et nous accueillons tout de suite Olivier. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors Olivier, on vous écoute. Qu'est-ce que vous recherchez? Je sais pas trop, en fait, je voulais... Une voiture, quand même. Jolie. Oui, voilà. Après, j'ai une C4 Aircross, donc un diesel qui est de 2016, qui a 40 000 km. Ouais. Et je me posais la question du changement, tant qu'elle vaut encore un petit peu, quelques sous, on va dire. Et j'aimerais l'équivalent de ça, avec soit un peu moins de kilomètres pour
pour partir sur une durée un peu plus longue, soit avec autant de kilomètres ou plus, mais quelque chose de fiable pour le garder un maximum de temps. Oui, alors vous m'avez mis que vous habitiez en montagne aussi. Vous êtes où ? Voilà, ouais. Dans les Pyrénées ou ? Oui, voilà, des Hautes-Pyrénées, ouais. Ça s'entend, j'adore. Ça s'entend, oui. J'adore. C'est vrai. Et vous voulez tracter une remorque de temps en temps aussi ? Oui, de temps en temps, une remorque, un petit peu des chemins par-ci par-là. Bon, alors dans le mail que vous m'avez envoyé, vous avez mis, j'ai vu des modèles comme le T-Roc, le Mercedes ML, ou le Toyota Land Cruiser. Alors, il y a deux catégories dans ce que je viens de dire. Et un budget de 30 000 euros. Voilà, le Volkswagen, Mercedes et toute la bande là, de SUV, c'est ce qu'on va appeler des 4x4 au pied tendre. C'est de l'aventure, mais c'est plus des globes-trottoirs que des globes-trotteurs. Vous voyez, c'est bien pour la ville. Mais si vous voulez la valeur sûre, vous l'avez mentionné, c'est un Land Cruiser. Ça, c'est le truc. D'ailleurs, dans les pays où vraiment les routes sont difficiles, vous avez que ça qui circule. Moi, j'ai traversé avec des Land Cruiser. J'ai traversé le Costa Rica, qui était merveilleux. Il n'y a aucune autre voiture que ça qui aurait pu passer là où on est passé. C'était un truc de dingue. Donc, alors, on peut, pour votre budget, trouver en diesel des Land Cruiser. Alors, c'est là que c'est important d'appeler Jean-Luc Moreau, parce que c'est qui ? Il y a deux moteurs disponibles dans votre budget. Il y a le 2,8 litres D4D ou le 3 litres D4D. Le 3 litres D4D, il n'est pas plus puissant, mais surtout, il est beaucoup moins fiable. Alors, vous allez laisser tout de suite de côté. Vous allez me dire, ouais, tant mieux, les autres sont un peu moins chers. Donc, on oublie le 3 litres D4D, parce qu'ils avaient des problèmes de piston de segment de turbo jusqu'en 2012, des problèmes d'injecteur jusqu'en 2015, le filtre à particules se bouge quand on fait de la ville. Enfin, bref, celui-là, ça fait partie des exceptions. Parfois, Toyota fait des moteurs qui sont pas super. Donc, alors, en 2,8 litres D4D, j'en ai regardé quand même, pour 30 000 euros, vous avez une série 150 avec pas trop de kilomètres. Qu'est-ce que j'appelle pas trop de kilomètres ? 150 000 kilomètres. Vous aimez bien, mais c'est ce que c'est ce qu'a ma voiture. Sauf que votre C4 Aircross à 140 000 kilomètres, on va dire, il est un peu plus que la moitié de sa vie. Un Land Cruiser à 150 000 kilomètres, il vient juste de finir d'être rodé. Voilà. Donc c'est ça la grosse différence. Je plaisante pas en plus quand je dis ça. C'est vraiment des véhicules pour ceux-là qui sont presque indestructibles. Donc moi, mon choix, largement, il irait pour ça. En plus, vous avez un vrai 4x4, c'est-à-dire le jour où vous êtes dans votre montagne avec de la neige, vous êtes sûr de passer pratiquement partout si vous avez les pneus adaptés. Et puis pour tracter, vous n'aurez pas de problème non plus. C'est un moteur qui est plus costaud même que 2,8 litres au lieu de 1,6 litre. Vous vous doutez bien que ça va mieux tracter. Le problème, c'est que vous allez consommer un peu plus que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Mais vous récupérerez quand vous revendrez la voiture, parce que là, ce qu'on appelle la valeur résiduelle restera élevée. Les Land Cruiser, c'est des véhicules recherchés, donc dans 5 ans, vous le revendrez peut-être le prix que vous l'avez acheté neuf. Neuf d'occasion. D'occasion. Ben voilà, vous avez votre. Donc mon choix, votre avis sans d'expert. hésiter, c'est ça. Ouais. Et comme vous avez terminé votre mail en disant j'ai besoin de votre avis d'expert, vous l'avez. C'est gentil. Olivier, passez un bon week-end dans les Pyrénées. Merci Olivier. Vous aussi. Dans cette belle région, qu'est-ce que c'est beau aussi. Tiens, pour randonner, c'est pareil là-bas, c'est magique. On vous embrasse fort, fort, fort. Quant à nous, on va vous souhaiter un très, très bon week-end. Vous donnez rendez-vous d'ailleurs juste après l'affaire dans l'affaire. Vous savez, cette émission de Stéphane Simon qui reçoit Jacques Pradel. Il nous a raconté une dizaine de faits divers que vous retrouvez dans son livre. C'est passionnant ce qui va se passer sur Sud Radio là dans quelques instants. La semaine prochaine, on sera en direct du Garac à Argenteuil, la plus grande école à tous les métiers, de ce qu'on appelle l'écosystème automobile, qui fête, je ne sais plus combien d'années là, 10 ans, 30 ans, 40 ans, je sais plus. Mais c'est une super école. On vous le dira la semaine prochaine. En direct. C'est trop bien, je suis trop contente. Bon, allez, bisous Anthony, bisous Tristan, on vous embrasse, bon week-end, à la semaine prochaine. Sud Radio, on parle auto.